Bonsoir, bienvenue pour cette grande soirée d'enquête de santé aux couleurs de l'été. Tout à l'heure, nous partirons avec les sauveteurs en mer sur les plages de la côte basque pour apprendre les gestes qui sauvent. Mais avant cela, cap sur les bons gestes à adopter pour un été sans pépins de santé. Coup de soleil, piqûres de moustiques, déshydratation. Comment se protéger face à ces risques souvent sous-estimés? Quels produits privilégier? Quels pièges éviter? Dans la jungle des crèmes solaires et des produits anti-moustiques, entre arnaque et contrefaçon, nous allons vous guider pour faire les bons choix. Et avec la chaleur, quand les risques de déshydratation et d'intoxications alimentaires augmentent, vous allez voir que des gestes simples permettent de limiter les risques d'accidents. Je vous retrouve après la diffusion d'un été en toute sécurité. C'est un documentaire signé Safar Baroud et David Desvart. Soleil, chaleur, moustiques, repas. À l'approche des vacances, que mettre dans votre trousse à pharmacie pour être protégé tout l'été? Quels produits privilégier et quels pièges éviter? Mais là, t'es brûlé au deuxième sous-sol, Antoine. On dit au deuxième degré. Le premier des dangers, c'est le soleil. Ces rayons ultraviolets sont responsables de nos brûlures et des cancers cutanés. Plus la peau est claire, plus les yeux sont clairs, plus on a tendance à prendre des coups de soleil, plus le risque d'avoir un cancer de la peau augmente. Pour s'en protéger, tartinons-nous de crème. Mais lesquelles choisir et lesquelles éviter à tout prix? On a l'original ici, la contrefaçon là. Dans la contrefaçon, il n'y a aucun filtre UV. Et donc, mettre ça ou rien, c'est complètement équivalent. Vient ensuite le moustique. Ce nuisible peut être un danger et véhiculer des maladies tropicales. Les douleurs articulaires, il y en a qui disent que ça revient et que ça peut être chronique, ben maintenant je les crois. Ça me bloque quoi, ça me fait mal. Ouais. Pour les éloigner, des dizaines de produits sont proposés sur le marché. À diffuser, à étaler, tous sont loin d'être efficaces. Je vous recommande de bouger. Oui, Le bracelet, on peut dire que c'est un échec cuisant. De ce que je vois, vous en avez une trentaine. Hein. La chaleur peut elle aussi faire des ravages et nous déshydrater bien plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Ma voix, elle devenait une petite voix. Les yeux, je voyais, mais pas pareil. Il y avait quelque chose. Donc je suis parti aux urgences. Et le docteur me dit, vous avez fait une insuffisance rénale. Méfiance également lors de vos repas. Des aliments trop cuits, préparés dans de mauvaises conditions d'hygiène. Vous n'avez pas de thermomètre Mais c'est pas possible que ce soit aussi sale, là. Et c'est l'intoxication assurée. La durée moyenne d'une toxi-infection alimentaire, c'est 2 à 5 jours. Donc évidemment, si vous avez une semaine de vacances et que vous tombez malade le deuxième jour, c'est pas sympa. Ces dangers, nous les avons tous passés au crible, accompagnés d'une famille en congé dans le sud de la France. Les vacances approchent, il est temps de se préparer. En route pour un été, en toute sécurité. Dans le Gard, ce camping 4 étoiles accueille plus de 7000 vacanciers chaque été. Parmi les habitués, il y a Marie-Jo, 64 ans, et sa famille. Ils viennent de Suisse chaque été depuis 35 ans. Et au bord de la piscine, Marie-Jo a un rituel immuable. Elle se badigeonne de crème solaire. Alors généralement, je prends des crèmes solaires avec un indice assez élevé, 30, ou bien je prends des crèmes solaires 50, même si c'est pour les enfants, mais je prends toujours un indice assez élevé pour me protéger, pour éviter vraiment les coups de soleil. Même chose pour Inaya, sa petite fille, qui du haut de ses 10 ans est déjà bien consciente des dangers du soleil. J'ai déjà eu un coup de soleil au nez
Et du coup, après, j'ai senti que ça brûlait. Et du coup, ça brûle fort. Du coup, il faut bien en mettre. Comme ça, t'évites les coups de soleil et tu peux bien profiter de ta journée. C'est froid? Non, ça va. Certains vacanciers sont eux beaucoup moins vigilants, à l'image de Bernard. On a l'habitude du soleil, on a la peau un peu tannée, quoi. Donc on n'utilise pas vraiment les crèmes solaires. Malheureusement, l'habitude du soleil ne protège en rien du danger des UV. La preuve que le culte de la peau bronzée est encore bien ancré. Si la peau diaphane a longtemps été un signe de richesse et d'oisiveté, la mode du bronzage s'est imposée à partir des années 50 dans la société. Et à l'époque, personne ne semble se méfier des dangers du soleil. Et pour brunir, l'on se servira volontiers de mélanges savants d'huile de coco, graisse de vache, jus de carotte, vinaigre même. Aujourd'hui, il semblerait que rien n'ait vraiment changé. Mais là, t'es brûlé au deuxième sous-sol, Antoine. On dit au deuxième degré. Et sur les réseaux sociaux, les coups de soleil sont même devenus très tendance. Avec des tatouages à la crème solaire, des maillots qui laissent passer les UV, ou au contraire la mode des tan lines, ces traces de bronzage parfaitement marquées. Une désinformation sur les dangers du soleil qui peut avoir des conséquences dramatiques. Marseille, sa bonne mère et ses 300 jours de soleil par an. C'est ici que vit Magali. À 49 ans, elle se protège au maximum des UV et pour cause, sa vie entière a été marquée par les dégâts du soleil. À l'âge de 11 ans, j'ai été diagnostiquée de mon premier cancer de la peau. C'était sur mon avant-bras là, c'est la cicatrice blanche, vous voyez, qui est restée blanchie, que vous voyez là. Ensuite, j'en ai eu un deuxième là, la cicatrice aussi se voit un petit peu quand je tire et est blanchie là, vraiment dans le coin de l'œil. Troisième carcinome à plus de 40 ans, donc sur la pointe du nez. Donc là, je suis maquillée, mais on le voit bien. Ensuite, le cou, là, derrière l'oreille. 6e dans le dos. 7e en février de cette année au niveau du canthus interne. Là, on voit la petite boule qui est venue refermer jusque-là. Ensuite, là, sur la joue. Et sur la joue, ça a été assez facile à opérer. C'est une zone où on a pas mal de chair. Et voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Les nombreux cancers dont a souffert Magali sont des carcinomes basocellulaires, moins dangereux que les mélanomes, mais bien plus fréquents. Le résultat d'une jeunesse passée sous le soleil sans protection, ou presque. Et aujourd'hui, je paie en fait ces excès de soleil. Donc je vais dire que je vis avec, mais j'ai pas une insouciance face au soleil que tout le monde peut avoir, et notamment lorsque je pars en vacances, là où la plupart des gens cherchent à bronzer, à prendre des couleurs. Moi, ça vient me mettre un stress supplémentaire. Oui. Pas question pour autant de rester cloîtrée chez elle l'été. À l'étage, Magali a tout un stock de vêtements bien particuliers. Ils sont anti-UV. C'est des vêtements en fait que j'utilise pour les sports nautiques que je pratique, paddle, canoë, etc. Donc ça, c'est un leggings anti-UV. Donc que je porte par-dessus un maillot de bain. Et ça, pareil, c'est une veste en fait anti-UV que je garde toute la journée lors des sports nautiques ou lors des expositions au soleil. Là, aujourd'hui, par exemple, je porte une jupe en fait anti-UV. Donc elle a comme particularité d'être UPF 50+, c'est-à-dire qu'elle bloque les UV à plus de 98%. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les vêtements ne protègent pas du soleil. À titre d'exemple, un t-shirt en coton blanc laisse passer 20% des rayons UV. D'où l'importance de bien choisir ses vêtements l'été, comme ce chapeau. Donc c'est un chapeau qui a la particularité, en plus d'être anti-UV, d'avoir des bords très larges. Et si je le mets bas sur mon visage, bien enfoncé dans ma tête, celui-ci me protège la totalité du visage ainsi que la nuque derrière. Ces UV, il en existe 3 types. Les UVC, les plus dangereux, sont arrêtés par la couche d'ozone.
Les UVB, eux, la traversent et sont responsables du bronzage et de nos coups de soleil. Quant aux UVA, ce sont eux qui provoquent le vieillissement cutané. Exemple avec l'image d'une femme qui s'est protégée du soleil toute sa vie. Et voici maintenant sa sœur jumelle qui, elle, s'y est longuement exposée sans protection. Ses rides portent la marque des rayons UVA qui ne l'ont pas épargnée. Mais au-delà des dégâts esthétiques, les UV présentent un autre danger bien plus grave. Ils altèrent l'ADN de nos cellules et provoquent des cancers de la peau, parfois des décennies après l'exposition. Pour Magali, qui a déjà été opérée de 8 carcinomes, le risque d'en voir apparaître de nouveaux est particulièrement élevé. Tous les 4 mois, elle a rendez-vous à l'hôpital de la Timone avec le professeur Caroline Gaudy. Allez-y, entrez, je vous en prie. Pour vérifier que rien n'a évolué. Alors, ce nez, objet de toutes nos attentions. Écoutez, il est parfait, donc il n'y a aucun problème. Le professeur Gaudy vérifie d'abord les cicatrices des carcinomes déjà opérés, car ils peuvent récidiver. Donc là, effectivement, c'est un tout petit peu rouge, mais c'est normal pour une cicatrice qui est récente. Merci. Il va aussi être extrêmement important de surveiller sa peau, et notamment ce que vous appelez des grains de beauté, ce que moi j'appelle des névus. D'accord ? Quand on a beaucoup de névus, quand ils sont un peu irréguliers, de grande taille, on augmente son risque de développer un cancer cutané. Et donc, il faut surveiller ces lésions. Il faut essentiellement aller chercher celle qui est différente des autres, qu'on appelle le vilain petit canard. Chacun d'entre nous a sur la peau 2 ou 3 formes de grains de beauté. Si l'un d'entre eux détonne, ne ressemble à aucun autre ou pire encore change d'aspect, c'est lui, le vilain petit canard, dont il faut se méfier. Et globalement, les patients, quelque chose de bizarre sur leur peau, quelque chose qui attire leur attention, quelque chose qui évolue, il faut à ce moment-là qu'ils demandent un avis. Et on sait que dans 2 tiers des cas, ce ne sont pas les médecins qui vont faire un diagnostic de cancer de la peau, ce sera le patient ou ses proches. Voici un exemple de lésion cancéreuse. Un grain de beauté aux bords irréguliers, avec plusieurs couleurs et surtout très différents des autres. Si les peaux foncées sont moins à risque que les peaux très claires, elles peuvent elles aussi être altérées par ces rayons UV, qui sont responsables de 85% des cancers de la peau. Depuis 1990, le nombre de cas a plus que triplé. Alors, pour ne pas mettre sa peau en danger, quelles sont les règles à suivre et vers quels produits faut-il se tourner pour une protection optimale? Chaque été, pharmacies et grandes surfaces proposent des dizaines de références de crèmes solaires. Brume, huile, lait pour le corps, difficile de s'y retrouver dans cette jungle cosmétique. À Nantes, le laboratoire de pharmacie industrielle et de cosmétologie passe au crible toutes les crèmes solaires. Et vous allez voir que l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc je vais déposer sur ma plaque entre 17,5 et 18,5 mg de crème. Et on va obtenir le spectre de la crème. Donc vous voyez, on est à plus de, voilà, plus de 63. Et pour afficher 50+, il faut être à plus de 60. Voilà, donc elle ne pose aucun problème. Cette crème est bien à l'indice qu'elle affiche. Voilà, une 50+. Ces indices de protection fonctionnent un peu comme des passoires qui laisseraient plus ou moins passer les rayons UV. La passoire de gauche représente un indice de protection 15 et laisse passer plus de rayons UV que la passoire de droite, équivalente à un indice 50+. Plus l'indice est élevé et plus les trous de la passoire sont petits et absorbent les rayons UV. Mais alors, faut-il toujours choisir l'indice le plus élevé ? C'est très compliqué de bien choisir une crème solaire. On peut quand même donner des conseils généraux. D'abord, choisir du 50+, parce qu'en dessous, c'est plus ou moins gadget. Une crème et pas d'autre forme. Bien sûr, pas d'huile, pas de spray, parce que c'est tellement fluide que 2, 3 pchits paraissent suffire. Pas de parfum, puisque les parfums sont dans leur grande majorité photosensibilisants. Donc l'idéal est qu'on ait la crème la plus neutre possible et non parfumée. Et ce, même pour les peaux mates.
quant à la quantité à utiliser, elle est bien supérieure à ce que l'on pense. À chaque application, ce sont 7 cuillères à café qui sont nécessaires pour nous protéger de la tête aux pieds. Si on en met moins que cette quantité-là, eh bien en fait, l'indice sur la peau va être inférieur à l'indice affiché, ce qui fait qu'un homme d'1,80 m, 80 kg qui fait une journée de plage, eh bien pour l'ensemble du corps devrait utiliser un tube entier de 30 ml. Là, on a un tube de 40 ml, donc en fait pour l'ensemble de son corps, il devrait utiliser au cours de sa journée un peu moins de l'intégralité du tube. Sauf qu'en pratique, à la fin des vacances, nous sommes nombreux à ramener nos tubes de crème solaire à moitié pleins. Il faut donc veiller à renouveler leur application toutes les 2 heures. Être bien protégé peut donc revenir cher, car certains tubes sont vendus plus de 20 € dans le commerce. On peut donc être tenté d'acheter ces crèmes solaires sur Internet, où certains produits ne coûtent que quelques euros. Des marques dont vous n'avez jamais entendu parler, mais aussi des produits qui semblent tout à fait sérieux, à des tarifs défiant toute concurrence. Les prix peuvent paraître extrêmement attractifs. Et donc on peut penser que c'est un bon plan. En réalité, c'est un vrai mauvais plan puisque il circule des contrefaçons. Donc il faut vraiment bannir ce type d'achat en ligne. Exemple avec ces 2 crèmes en apparence parfaitement identiques. Le tube de droite, acheté 4 € sur Internet, est en réalité une contrefaçon. On alerte parfois sur des fautes d'orthographe ou autres. Ici, cette contrefaçon est d'excellente qualité. Pourtant, entre ces 2 tubes, il y a bien une différence et elle est majeure. Donc avec un produit de contrefaçon, on obtient des spectres de ce niveau-là, qui nous montrent qu'il n'y a aucune absorption, puisque pour avoir une absorption, il faut que le tracé soit au niveau du 0. Ça signifie que rien ne passe et que tout est arrêté par la crème solaire. Ici, on est tout en haut du tracé, ça veut dire que rien n'est arrêté et que tout va passer dans la peau. Ce tube de crème, qui annonçait une protection 50+, a en réalité un SPF inférieur à 1. Mettre ça ou rien, c'est complètement équivalent. Pour ne pas vous faire piéger, il est donc vivement conseillé d'acheter vos crèmes solaires dans des pharmacies ou en grande surface. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, pour la majorité d'entre nous, inutile de mettre de la crème solaire tous les jours de l'année. On ne doit pas exposer sa peau tous les jours aux filtres UV, qui sont, pour un certain nombre, des perturbateurs endocriniens, des substances allergisantes. Et pour savoir si on doit mettre de la crème solaire, on doit prendre en compte 2 paramètres. D'abord, son phototype, c'est-à-dire la couleur de sa peau, si on fait plus ou moins de coups de soleil. Et par ailleurs, voir sur le site de Météo France qui nous indique l'indice UV du jour. Et tant que cet indice est de 0, 1 ou 2, il n'y a vraiment aucune raison d'utiliser de la crème solaire. À moins d'avoir une peau très fragile, mettre de la crème solaire tous les jours, même lorsqu'il fait gris, présente donc plus de risques que de bénéfices pour la santé. Bien évidemment, lorsque le soleil brille, évitez de vous exposer entre midi et 16h. Pensez à vous protéger toutes les 2 heures et après chaque baignade. Et n'oubliez pas les mains, les pieds, les oreilles et le crâne pour ceux qui en ont besoin. Au camping de la Roque-sur-Cèze, la journée touche à sa fin. Le soleil laisse enfin un peu de répit aux vacanciers. Un événement très attendu va débuter, le tournoi de pétanque. Ophélia, Grégory et la petite Inaya sont de la partie. Mais en ce début de soirée, Ophélia redoute l'arrivée de ses pires ennemis, les moustiques. Je suis allergique aux moustiques depuis toute petite. Je vais vous montrer les réactions que j'ai déjà faites. Voilà. Chaque fois un point de ponction, donc le ponction c'est là où je me suis fait piquer, et ensuite l'œdème, donc tout le liquide qui se remplit autour. J'avais aussi du mal à respirer, donc c'est pour ça que je suis allée tout de suite aux urgences par rapport à ça. C'est à vous de jouer, ouais. Okay, oui, c'est à moi de jouer. Tiens. Pardon. En France, on compte une 50aine d'espèces de moustiques. Seule une 15aine pique l'homme.
Pour venir à bout de ces nuisibles, à Montpellier, une agence les étudie depuis 1959, l'EID Méditerranée. Ici, les chercheurs élèvent des larves et des moustiques adultes et s'intéressent plus particulièrement aux femelles. Seule la femelle moustique pique. Pourquoi elle nous pique? C'est simple, c'est qu'elle a besoin de protéines qu'elle trouve dans notre sang pour maturer ses œufs. C'est juste un instinct de survie de l'espèce. Mais pour se nourrir, la femelle moustique ne pique pas au hasard. Elle sélectionne ses proies. Le premier stimuli, c'est le dégagement de CO2. Ensuite, le dégagement de chaleur. Ensuite, vos odeurs corporelles. Ensuite, la manière de vous habiller. Si vous êtes habillé plutôt large et plutôt clair, avec moins de contraste, vous attirerez moins que quelqu'un qui va être habillé très noir, donc renvoyer beaucoup plus de chaleur, de fait, et donc être beaucoup plus piqué que vous. Selon certaines études, les femmes enceintes, les sportifs à cause de leur transpiration, les personnes en surpoids, ceux qui ont un groupe sanguin haut ou qui mangent épicé seraient des cibles privilégiées pour les moustiques. Une fois piqués, les réactions sur la peau peuvent varier selon les individus. Certaines personnes pensent ne pas se faire piquer. Au final, ce n'est pas le cas. Elles se font piquer, mais elles n'en ressentent pas les effets. Aucune trace, juste un petit point rouge qui ne durera pas et pas de réaction à la piqûre. C'est une absence de réaction immunitaire de la part du corps. Enfin, le danger du moustique n'est pas le même selon les espèces. Si les moustiques européens piquent uniquement la nuit et ne sont pas très agressifs, d'autres attaquent aussi le jour et peuvent piquer à travers un pantalon. C'est le cas du moustique tigre, apparu en France métropolitaine il y a un peu plus de 20 ans. Le quartier de Cimier, à Nice. C'est ici que les scientifiques ont repéré le moustique, l'été dernier. Mais pas de quoi troubler la tranquillité des anciens. Il y a un panneau, défense de rentrée. Ouais. Ils rentrent pas, les moustiques. Nous ne sommes pas des peureux. On n'a peur de rien, nous. Désormais présent dans 81 des 96 départements hexagonaux, le moustique tigre a une particularité. Il peut transmettre des maladies liées à des virus, notamment la dengue ou le chikungunya, autrefois présentes dans les seules régions tropicales. En 2024, en France métropolitaine, 603 cas ont été identifiés. À Bergerac, dans le quartier des Fleurs, Régis et Aurélie ont contracté le chikungunya il y a 1 mois et demi. Ils en ressentent encore certains symptômes. Je me suis levé un matin, puis je ne pouvais plus serrer les mains, en fait. Et les douleurs articulaires, moi, elles reviennent de temps en temps. Surtout au niveau des poignets, les 2 poignets, les genoux, les chevilles, les orteils, enfin, des douleurs inhabituelles. Par exemple, avant-hier, ça m'a empêché de descendre les escaliers. J'avais vraiment très très mal, ouais. Dans le quartier, les moustiques sont toujours présents. Le couple ne sait plus quoi faire pour s'en débarrasser. Je ne parle pas que des moustiques tigres, mais les moustiques en général. Il y en a beaucoup cette année. Je trouve qu'il y en a énormément. Les gens ils me disent, c'est pareil, on ne peut pas rester dans notre jardin. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Je crois que cette année, c'est quand même le pire. Il faut mettre de la crème, de la potion sans arrêt. Si Régis semble démuni, peut-on se défendre contre les moustiques? Sur le marché, il existe des dizaines de produits censés nous protéger contre ces insectes volants. À Montpellier, l'équipe de Marie-Laure Sétier-Rio étudie leurs propriétés. Sur une zone où des virus comme le chikungunya ou la dengue circulent, bien évidemment qu'il faut utiliser des répulsifs. Vous avez 4 molécules qui sont recommandées par l'État pour les anti-moustiques. Vous avez l'icaridine, le citriodiol, le DIT et l'IR3535. Mais à quel point ces substances sont-elles efficaces? Pour le savoir, nous avons pulvérisé un répulsif qui contient l'une de ces molécules, l'IR3535, avant de plonger la main dans cette cage remplie de femelles moustiques affamées. Ah, elles viennent pile là où il n'y a pas de produit. Donc on peut dire qu'il est efficace. Mais pas... Je vous recommande de bouger. Oui, Le produit fonctionne, mais doit être appliqué absolument partout. Okay. Là, oui, je me suis peu fait piquer, mais uniquement là où il n'y avait pas de produit. Ouais. J'en ai un peu là. Je vous dis, 1 centimètre de peau non couvert, elle le trouvera. Un petit peu là aussi, là, rien. Partout où il n'y avait pas de produit. La preuve est faite. Sur le marché des anti-moustiques, on trouve aussi des bracelets comme ceux-ci, destinés aux enfants et vendus près de 10 € en pharmacie. On va tester celui-là. On va tester. Le bracelet est imprégné de 2 des molécules recommandées, l'IR3535 et le citriodiol.
Donc là, vous voyez, ça fait combien de secondes? Est-ce que vous voulez rester ou est-ce qu'on arrête? Ça va. Vous allez être énormément piqué. On va sortir, je pense. Ouais. Ah oui, là, ça commence à me démanger, ouais. De ce que je vois, vous en avez une trentaine. Hein. Ah oui, ça va vous gratter, mais grattez pas, hein, ça va être pire. Ok. Verdict, le bracelet anti-moustique n'offre aucune protection, contrairement au répulsif, appliqué directement sur la peau. Si ces répulsifs ont pour but d'éloigner les moustiques, d'autres sont censés les éliminer. Spirale à brûler, bombe à pulvériser, diffuseur à brancher. Ces produits sont des insecticides et ils peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé, comme nous l'explique Xavier Coumoul, professeur de toxicologie. Là, on est sur des molécules qui vont, par exemple, bloquer la respiration des insectes et les tuer. C'est le cas de ce qu'on appelle les pyrétrinoïdes, qui sont des dérivés chimiques de molécules qu'on va trouver dans le chrysanthème et qui ont des effets qui sont très toxiques pour les insectes, mais aussi pour les humains. On sait notamment chez les enfants que ça peut provoquer des syndromes d'anxiété et alors possiblement aussi, semble-t-il, à certains types de cancers. Notamment des cancers lymphomateux qui affectent le système immunitaire. En cas d'utilisation de ces diffuseurs, il est indispensable d'aérer les pièces, avec le risque de laisser entrer d'autres moustiques à l'intérieur. Prudence également avec les anti-moustiques qui se veulent plus naturels et qui contiennent des huiles essentielles. Non seulement ces produits ne sont efficaces qu'une trentaine de minutes, mais surtout, ils peuvent être dangereux, notamment pour les bébés, à qui ils sont souvent destinés. Une huile essentielle, c'est un concentré de molécules naturelles. Et voilà, on sait tous qu'il y a des molécules naturelles qui sont extrêmement dangereuses. Donc, que ce soit les bébés ou les personnes âgées, attention dans l'utilisation de ces produits parce que lorsqu'elles sont exposées à des huiles essentielles, il y a des chances que ces molécules perdurent plus longtemps dans leur organisme. Et donc, il faut que ces personnes limitent leur exposition parce qu'il y a un risque plus important de persistance de ces molécules. Pour éviter au maximum ces produits, l'idéal est de porter des vêtements amples et épais à l'extérieur et d'utiliser des moustiquaires quand cela est possible. Mais le mieux reste encore de traiter le problème à la source. À Millau, dans l'Aveyron, une brigade livre une guerre sans merci aux moustiques. Bonjour Madame Lebroux. Bonjour messieurs. Enchanté Patrice. Bonjour. Rentrez. On vient de faire une visite pour la lutte contre les moustiques. Oui. Et on va vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Depuis 3 ans, ces agents municipaux font du porte-à-porte dans la commune. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. En fait, il faudrait que vous surélevez vos bidons, et oui, vous mettiez un robinet en bas et une moustiquaire dessus. Et fermé dessus. L'eau continuera à rentrer dans le bidon, mais en fait, le moustique il ne pourra plus se développer, quoi. Parce que là, on constate qu'il y a des larves. Hein. À partir du moment qu'un bidon est ouvert, il y a des larves en permanence. Et en fait, le moustique pond dans la partie sèche du bidon, et c'est quand le niveau d'eau monte que l'œuf se transforme en larve. Ils sont beaux, hein? Ouais. Donc, en fait, la larve, ça devient une nymphe. Et une fois qu'elle est nymphe, dans les heures qui suivent, elle sera moustique. Et plus il fait chaud, plus le processus est rapide. La visite continue en direction de la mare avec une bonne surprise. Donc là, voilà, là c'est vraiment le bon geste. C'est-à-dire, il y a une mare, on met des poissons rouges et les poissons s'occupent de manger les larves. Ça, c'est parfait, quoi. C'est ce que nous, on préconise aux gens qui ont des points d'eau chez eux, quoi. Mettre des poissons. Là, c'est vraiment parfait, quoi. En plus, c'est très joli. Mais quelques mètres plus loin, dans le jardin, Patrice repère un coin problématique, un petit paradis pour les moustiques. Voilà, là, on constate 3 choses. Donc, il y a une soucoupe. Donc, même ça, où il y a des trous, si il est légèrement penché comme ça, s'il y a de l'eau qui stagne là, que ça reste comme ça, la larve peut se développer dans très peu d'eau. Très peu d'eau. Donc, c'est important de vraiment, quand on fait le tour du jardin, de regarder tout ce qui peut accueillir de l'eau. Et puis l'arrosoir, il faut que je pense aussi. Les arrosoirs, c'est bien de les retourner. Il faut que je il faut pas garder l'eau dedans, il faut les retourner. Et ça, c'est bien, mais c'est une demi-mesure. Et oui. Parce que quand vous allez ouvrir votre bidon pour prendre de l'eau avec votre arrosoir,
il y a des moustiques qui vont rentrer ou qui vont sortir. Donc c'est vraiment, encore j'insiste là-dessus, c'est vraiment surélever les bidons et mettre un robinet en bas, quoi. En plus, le robinet en bas, c'est pratique, vous pouvez mettre un tuyau pour arroser votre jardin, quoi. Oui. Voilà, ça c'est mieux que rien, mais c'est qu'une demi-mesure. Ça suffit pas. Voilà, c'est pas suffisant, tout à fait. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot. Puis il faut l'enregistrer et le mettre en pratique après. Après, le moustique, on l'a, on n'arrivera pas à l'éradiquer. Par contre, on peut énormément le diminuer. Et pour réduire encore plus sa présence, certains utilisent ce genre d'appareil. Des pièges à moustiques qui émettent du CO2, exactement comme le corps humain lorsqu'il dégage de la chaleur. Voilà la quantité que j'ai chopée en 48 heures. Des résultats impressionnants qui ont toutefois un coût, au minimum 350 €. Autre astuce, un peu moins onéreuse, pensez à placer un ventilateur au niveau de vos jambes lorsque vous dînez dehors. Cela chassera une partie des moustiques qui n'aiment pas les courants d'air. Et si le mal est fait? Maman, ça gratte. Pour apaiser vos piqûres, vous pouvez appliquer sur la peau un glaçon. J'ai très froid. Ou au contraire de la chaleur. Le changement de température fera passer les démangeaisons. Retour au camping de la Roque-sur-Cèze. Demain, il y a la pizza à 15 heures. Aujourd'hui, le thermomètre affiche près de 30 degrés. De quoi donner envie de se désaltérer. Qu'est-ce que vous buvez pour vous hydrater? On boit tous de l'eau. Oh, là, on est tous à la bière. Non, sauf Ophélia. Ah non, sauf Ophélia qui ne boit pas d'alcool. C'est ça, sans alcool. Par cette chaleur, si la bière peut sembler rafraîchissante, c'est un faux ami. Car comme tous les alcools, elle favorise au contraire la déshydratation. Les reins produisent trop d'urine et évacuent une trop grande quantité d'eau. Bonjour, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? En cas de forte chaleur, il faut donc, comme Inaya, privilégier l'eau. Mais quelle quantité absorber? Disons que je sais qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour minimum, donc je me force à les boire. Cette règle du 1,5 litre d'eau par jour n'est pourtant pas la meilleure façon de connaître nos besoins en matière d'hydratation. La question, c'est combien vous devez uriner? À quelle heure, quelle couleur, entre guillemets? Toutes les 4 heures maximum, des urines relativement claires et non pas trop concentrées, qui pourraient ressembler à un vin blanc sec. Voici la couleur idéale de l'urine. Un jaune très clair. Si elle est plus foncée, c'est le signe qu'il faut continuer de boire. De l'eau donc, mais aussi de la tisane, du bouillon, du gazpacho. Toutes ces boissons sont hydratantes. Mais même en prenant nos précautions, la déshydratation peut survenir sans prévenir. Gilles en a récemment fait l'amère expérience. Alors, sur notre gauche, on aperçoit le Cap Canaille et nous avons Cassis dans le creux, qu'on ne voit pas d'ailleurs. En 2020, ce militaire à la retraite prépare une sortie dans le Var avec son ami Antoine. Tous deux sont de grands marcheurs. On avait préparé une rando de 22 km, ce qui est lourd déjà, au mois de juin, ce qui est chaud aussi en plus. Et nous avions 2 litres d'eau chacun. Et donc nous sommes partis, nous avons rejoint un village qui s'appelle Signes. Et à partir de là, Antoine m'a dit, tiens, on va faire la boucle du Nord si tu n'y vois aucun inconvénient. J'ai dit, bon, il faudra qu'on trouve de l'eau parce que c'est quand même juste. Gorgée après gorgée, Gilles épuise sa réserve d'eau. Et rapidement, il commence à se sentir mal. J'ai dit à Antoine, bah, écoute, moi je vais me reposer un peu. Je sentais déjà quelque chose qui arrivait en moi. Et là, je commençais à avoir des crampes. C'est venu. Un malaise général. J'étais en train de perdre ma voix. Ma voix, elle devenait une petite voix. Petite voix, je n'avais plus la même. Les yeux, ben, je voyais, mais pas pareil. Il y avait quelque chose. Je marchais un petit peu comme un automate.
C'était, vous voyez, c'était, il faut rentrer. Bon, finalement, arrivé à la fontaine dans le village, tout de suite, je me suis mis à boire tout. C'était un peu trop tard. Un peu tard, hein. Déjà, la déshydratation était faite, tout le corps était sec, il n'y avait plus d'eau, plus rien du tout. Et puis là, je bascule, j'avais même pas de force, je me suis ouvert l'arcade sourcilière. Gilles est alors transporté aux urgences d'Aubagne par son ami. On lui découvre un début d'insuffisance rénale. Il restera hospitalisé pendant 24 heures. C'est lourd, l'eau. C'est vrai, quand on a un sac à dos de 12 kilos, c'est embêtant de... Hein, mais je crois que c'est très important. Ah ouais, il faut l'emmener quand même. Hein. Enfin, moi, maintenant, c'est réglé. Hein. J'ai cette malencontreuse expérience, mais qui peut peut-être servir à d'autres. Hein. Voilà. Voilà, on arrive. Comment, en si peu de temps, peut-on atteindre une situation aussi critique? Cette question, nous nous l'étions déjà posée lors de la canicule de 2003. Début août 2003, premier coup de chauffe aux urgences. La canicule fait de nombreuses victimes, essentiellement des personnes âgées. Cet été-là, en France, la vague de chaleur avait provoqué 15 000 décès, la plupart liés à la déshydratation. Pour réguler notre température, notre corps produit chaque jour entre 1 demi-litre et 1 litre de sueur, même l'hiver. Un mélange d'eau et de sels minéraux. Mais en cas de forte chaleur ou d'effort physique important, cette quantité de sueur augmente jusqu'à 6 litres par jour. Si nous ne compensons pas rapidement cette perte, notre corps se déshydrate. Les symptômes de déshydratation, ça va être la soif, vraiment la langue sèche, on est très fatigué, on a les yeux creux, des cernes, on a le malaise, l'étourdissement. Quand on se lève, on peut avoir même une hypotension, on peut avoir des céphalées, des douleurs qui ne passent pas, puis surtout on est très fatigué, de plus en plus fatigué. Et puis on peut après avoir, au-delà de 10% de perte du poids du corps en déshydratation, un risque, un trouble du comportement. On est apathique ou au contraire très agité. Là, il faut vraiment s'alerter. En cas de déshydratation sévère, le cerveau et les reins peuvent être touchés et entraîner un coma ou même la mort. Les personnes les plus à risque sont les bébés, dont le corps est constitué à 80% d'eau, les personnes âgées qui peuvent perdre la notion de soif, les femmes enceintes, ainsi que les personnes malades. Chaque été, rester bien hydraté est donc primordial. Une préoccupation dont les industriels comptent bien tirer profit. Depuis quelques années, ils ont créé un nouveau marché, celui de la superhydratation. Un de mes objectifs, boire plus d'eau. Je crois avoir la solution. Ah bah ça tombe du ciel. Mise en avant par de nombreux influenceurs, vendues dans les pharmacies entre 5 et 10 € le tube, ces pastilles, riches en sodium, potassium et magnésium, sont censées rendre l'eau plus hydratante qu'elle ne l'est déjà. Très bien, encore il y a des arômes. Nous avons demandé à Marie-Jo et Jean-Michel, nos vacanciers du camping, de goûter l'un de ces produits. Ah, maintenant, c'est petit. Ouais. Personnellement, j'aime pas. Moi non plus, je sais pas. C'est pas très bon, non? Mis à part le goût, qui visiblement ne plaît pas à tout le monde, consommer ces pastilles n'aurait pas que des bienfaits. Riches en sodium, potassium et magnésium, elles peuvent déclencher des hypertensions artérielles, voire aggraver des insuffisances rénales chez une partie de la population. Quant aux sportifs, très friands de ce genre de produits, ils peuvent très bien booster leur hydratation sans vider leur portefeuille grâce à une recette toute simple. Dans un demi-litre d'eau, ajoutez un verre d'eau de coco, un peu de sel, du bicarbonate, du jus de citron, ainsi que du jus de fruits pour la touche de sucre et de potassium. Reste encore à penser à boire. Par grande chaleur, et surtout en cas d'activité physique, buvez de l'eau tout au long de la journée. Et n'oubliez pas de scruter la couleur de votre urine, elle vous en dira long sur votre hydratation. On reprend un petit machin. Si tu veux, ouais. Tu sais, ça vient de sécher. Jean-Mi, on reprend de la viande séchée en morceaux?
À Goudargues, la petite Venise du Gard, tous les mercredis matins, c'est jour de marché. On fait le tour, puis on prend la salade après. Marie-Jo et sa famille ne manquent jamais une occasion d'y faire un tour. On goûte, monsieur. Là, il est froid, d'accord? On mange jamais du fromage froid. Qui c'est qui porte? Je nomme. Charcuterie, fromage. Allez, bon, à la prochaine. Olives et tartinables. T'as pris quoi? Des olives. Oui, mais lesquelles? Les noires de noyauté. Ah, c'est bien. Des produits bruts, pour la plupart, et qui semblent frais. Mais en plein été, comment être sûr que ces aliments ne vont pas nous rendre malades? Voilà, on a tout. Et puis Greg, il est nouveau ici. Si la tourista peut frapper les vacanciers à l'étranger, en France aussi, nous pouvons être victimes d'intoxication alimentaire. Dans toxi, il y a la toxine. La toxine, c'est un poison. C'est une protéine, c'est une molécule qui est fabriquée par les bactéries. Et quand on la mange, on s'empoisonne. Ça va faire vomir, ça va donner la diarrhée. Ça, c'est l'intoxination ou intoxication. Et bien souvent, c'est au restaurant que ces intoxications alimentaires surviennent. Pour éviter cela, au Gros du Roi, une station balnéaire populaire du Gard, des inspecteurs de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, s'apprêtent à effectuer un contrôle surprise. Pour des raisons de sécurité, les agents de terrain doivent rester anonymes. C'est par là, hein? Bonjour monsieur. Frédéric Forner, je suis le directeur départemental de la protection des populations, vous savez, les services vétérinaires. Après une première inspection l'an dernier, les agents sont là pour vérifier que leurs recommandations ont été suivies. Mais la visite commence mal. C'est quelque chose que... Non, vous avez fait... Ça, c'est va sortir? Oui, ça va sortir, on est en nettoyage en fait. En fait, là, le souci, c'est que si vous voulez, vous avez un conteneur. Donc, c'est une source vraiment de contamination. Et juste à côté, vous voyez, vous avez des verres propres. Donc, normalement, un conteneur de voirie n'est pas censé rentrer dans un établissement, peu importe les raisons, ça n'a pas sa place ici. Premier mauvais point. Ben, ça s'annonce que nous allons avoir du travail. Les agents s'équipent avant de passer à la suite. Tu peux prendre des photos. Très propre. Je ne sais pas quel est leur plan de nettoyage, mais il n'est pas conforme. Tous les combien vous faites les armoires froides? On a peu près une fois par semaine. Mais c'est pas possible que ce soit aussi sale si vous faites ça une fois par semaine. Ok, tu pris des photos, il y a du givre. Déjà l'année dernière, on avait quand même fait des contrôles et on les avait mis en demeure. Je crains que nous nous acheminions vers une même suite. C'est quoi ça? Là, pas du tout bon. Vous avez fait la formation des GR? Oui. Vous avez des cartons avec des choses qui sont ouvertes. Donc ça se fait jamais. Parce que les cartons, ils sont posés partout et c'est une source de contamination. Donc là, à jeter. Alors. Dans la cuisine, ce n'est pas mieux, loin de là. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est sale, c'est d'hier. Ça, je viens de cuire des gambas, là. Ah, vous venez de cuire des gambas, donc d'accord. Les inspecteurs vont de surprise en surprise. Alors, vous dites que vous faites le nettoyage, c'est pas possible. Le sol, il y a plein de morceaux. C'est sale, là. Nettoie-moi ça rapidement, s'il te plaît, qu'il est en train de fumer, là. Ouais. Les assiettes, une fois, il y a moyen de les couvrir avant de servir pour qu'elles ne soient pas... Là, c'est sale, là. Il faut nettoyer vos... Si la propreté laisse à désirer, il y a bien plus grave encore. Bon, alors déjà, on n'est pas bon sur la température. Est-ce que vous savez normalement combien c'est censé être? 60. 63. C'est 63 minimum à cœur la température de conservation à chaud. Entre 4 et 63 degrés, les bactéries ont tout le loisir de proliférer. Salmonelle, Escherichia coli ou encore Listeria, de quoi intoxiquer les clients qui auraient la malchance de tomber dessus. Ouais, mais même. On va le jeter ça, parce que 45 degrés, c'est pareil. Là, à un moment donné, donc ça, on va le jeter ça. Donc lavage des mains, je vais voir si ça fonctionne. Alors, déjà, il n'y a pas de savon. C'est un peu sale et je ne peux pas m'essuyer les mains. Je te prends une photo d'ensemble pour que je t'en rappelle.
Ouais, s'il te Le plaît. débidoir, il est un peu haut. Donc, incomplet. Donc, j'ai lavé mes mains, j'ai lavé à moitié. Après cette visite de près d'1h30, le verdict tombe. Le restaurant est temporairement fermé, le temps de régler certains points. C'est ce qu'on appelle une mise en demeure. Donc une mise en demeure, dans ce cas de figure, va être assortie d'un délai. Et là, en l'occurrence, on va lui assortir un délai très court, à peu près une semaine, pour qu'il remédie à l'ensemble des anomalies qu'on a pu constater. Si la mise en demeure n'est pas respectée, là, on va sur quelque chose de beaucoup plus compliqué pour le restaurateur. C'est des mesures de fermeture administrative. Après une semaine de ménage et de travaux, le restaurant a finalement pu rouvrir. Pour savoir si un établissement est fiable, le mieux reste d'anticiper sa sortie. On peut bien évidemment regarder les avis et les notes laissées par les clients sur Internet. On peut aussi consulter le site Alim Confiance. Grâce à sa carte interactive, il est possible de savoir quels restaurants ont déjà été contrôlés. En cliquant dessus, vous pourrez savoir quand ils ont été inspectés et l'appréciation qu'ils ont reçue. Voilà, ça on va mettre vers les enfants, c'est le ratatouille. Au camping, ce n'est pas la préoccupation principale de Marie-Jo qui s'affaire pour le dîner. Si jamais je peux encore faire de la viande, mais il y a plus de place dans les casseroles. Quelqu'un veut du fromage sur les pâtes? Et là, c'est quoi le menu ce soir Alors, c'est ratatouille avec des pâtes. Et puis là, c'est un petit peu en mélange. Il y a des cordons bleus, il y a du filet mignon et puis des saucisses. C'est qui goûte? Bon appétit. Mais ouais. Un repas simple, cuisiné minutes, qui ne devrait pas poser de problème de digestion. Et pour les restes... Typiquement la ratatouille, j'ai fait une grande quantité, mais si vraiment ça reste, j'ai tout le temps des boîtes de conservation pour mettre au frigo pour les aliments. Donc on a quand même toujours tout au frigo. Après les repas, nous avons pour habitude de remettre les aliments qui restent au frais. Mais l'été, certaines denrées comme les mayonnaises maison aux œufs crus ou les fromages au lait cru sont plus sensibles. En plein soleil, les bactéries peuvent s'y développer très rapidement. Mieux vaut alors les jeter après usage. Mais certains aliments très simples comme les pâtes ou le riz peuvent également nous intoxiquer si on tarde à les remettre au frais. Et là, on va tomber sur des risques qui sont très particuliers. Je vous en cite 3, le staphylocoque doré, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. Ces bactéries sont très friandes de l'amidon qu'on retrouve dans les pâtes et le riz. Si nous laissons traîner un plat qui en contient à température ambiante, celles-ci vont alors produire des toxines particulièrement difficiles à détruire. Les toxines qui ont été produites, elles sont ce qu'on appelle thermorésistantes. En termes techniques, ça veut dire que vous avez beau réchauffer le plat, vous ne tuez pas le poison. Le poison reste, garde sa toxicité maximum. Il est donc recommandé de mettre vos restes au frais dans les 2 heures qui suivent la cuisson. Mais la conservation n'est pas le seul danger. Parfois, nos repas d'été peuvent nous intoxiquer encore plus gravement, sur le long terme cette fois. C'est le cas des viandes grillées, trop grillées. Lors d'une cuisson, par exemple d'une viande ou d'un poisson, on va passer du doré au brun et potentiellement au noir, très noir. Et malheureusement, si on va trop loin dans le processus de cuisson, si la température augmente trop, on va commencer à former des produits qui sont toxiques. Ces produits, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle aussi HAP. Et donc typiquement, ces HAP sont des produits qui sont étrangers à notre organisme et qu'on n'aime pas du tout parce que quand ils rentrent dans notre organisme, ils peuvent être transformés en dérivés qui sont mutagènes. Mutagènes, ça veut dire qu'ils vont provoquer des mutations. Et les mutations, c'est une caractéristique des cellules cancéreuses. Alors, si on consomme des aliments trop cuits une fois, c'est pas pour autant qu'on va avoir nécessairement un cancer. Mais néanmoins, il faut vraiment essayer de limiter la formation de ces croûtes noires, tout simplement parce que la répétition de l'exposition peut conduire à des cancers, notamment colorectaux. Le barbecue, nous sommes nombreux à en être friands. 7 Français sur 10 en possèdent un. Parmi eux, il y a Raphaël. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti. Mon fumoir est déjà bien chaud. Aujourd'hui, Raphaël est un influenceur barbecue. Cuire de la viande, c'est sa passion.
Alors là, j'ai un barbecue qu'on appelle un barbecue de type Kamado. Ce sont des barbecues en céramique. Donc ça, c'est une plancha, c'est au gaz, ça marche bien, ça snack bien, c'est absolument parfait. Ça, ce sont des barbecues texans, des offset smokers, des fumoirs. Des appareils de cuisson comme ceux-ci, Raphaël en possède 22. Et avec lui, hors de question de calciner son repas. Bon, ça c'est le barbecue le plus classique. Généralement, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre une cheminée d'allumage et puis ils vont mettre absolument partout du charbon. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir créer un espace de vide en disposant des braises à droite et à gauche. Au barbecue, il faut toujours réserver ce qu'on appelle une zone froide, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas de charbon juste en dessous, aucune braise. Et vous allez voir que ce détail a son importance. Donc une fois que c'est comme ça, on va laisser monter en température le barbecue. Une fois l'intérieur bien chaud, on va donc disposer nos magrets de canard en cuisson indirecte, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la chaleur par radiation avec la chaleur des braises, mais grâce à la chaleur par convection en fermant le couvercle. La chaleur va taper contre le couvercle et va venir cuire exactement comme dans un four à chaleur tournante. Et pour savoir combien de temps les laisser, Raphaël utilise un thermomètre de cuisine. On va insérer la sonde dans la partie la plus charnue de l'aliment. Donc on plante au centre et on laisse comme ça. Une côte de bœuf sera saignante à 50 degrés de température interne. Nos magrets de canard, ce sera 60 degrés et on va monter à 80 degrés pour du poulet par exemple. Ainsi, pas besoin de découper vos morceaux de viande pour vérifier leur cuisson. On arrive à 60 degrés de température interne. Voilà, ce que l'on veut, c'est avoir du gras qui a fondu. Ok, on peut le sortir et puis on va laisser reposer comme toute viande après la cuisson. Si Raphaël avait disposé ses magrets juste au-dessus des braises, voilà ce qu'il aurait obtenu. Le gras est tombé sur les braises, il s'inflamme. On voit plein de fumée également alors qu'il n'y en avait pas du tout juste avant. Et ça, c'est très mauvais pour la santé. Quant aux magrets à la cuisson parfaite, on va couper au plein milieu et on va avoir un magret qui est rosé et juteux. Et c'est chaud surtout, c'est ce que l'on veut, et pas avoir juste quelque chose de calciné noir à l'extérieur mais froid à l'intérieur. Parfait. Manger sans s'intoxiquer, rester hydraté, protéger du soleil et des moustiques. Vous voilà désormais paré à passer un été en toute sécurité.